Vous regardez Média TV Afrique, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Votre édition d'information, c'est maintenant. Voici les titres qui dominent l'actualité. La crise catalane en Espagne est marquée aujourd'hui par un mandat d'arrêt européen contre le président déchu du gouvernement catalan Carles Puigdemont. Déjà hier, 8 de ses ministres destitués ont été placés en détention à Madrid. Bamako a accueilli 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies à la suite d'une réunion du dit Conseil lundi à New York où l'on a insisté sur l'urgence de mettre en œuvre l'accord de paix au Mali. Et le président sud-soudanais Salva Kiir en visite à Khartoum a accusé le Soudan d'être une source d'armes utilisée dans la guerre civile qui déchire son pays depuis 2013 et qui a fait des dizaines de milliers de morts. Soyez les bienvenus sur Média TV Afrique. Avant de développer ces titres, revenons sur ce fait divers qui a semé l'émoi hier soir à Marrakech au Maroc. Un homicide par balle sur la terrasse d'un café du centre-ville qui s'est soldé par la mort d'un jeune homme et 2 blessés. 6 personnes ont été arrêtées cette nuit à Casablanca, annonce un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Selon la police, les suspects feraient partie d'un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Une affaire vite élucidée. La thèse de l'attentat avait été très vite écartée hier soir car la victime était clairement ciblée. Selon les témoins, les 2 auteurs des coups de feu qui étaient cagoulés avaient réussi à s'enfuir à moto. Celle-ci, ainsi que l'arme du crime, ont été retrouvées calcinées. Le président déchu du gouvernement catalan Carles Puigdemont sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, une décision de Madrid qui intervient au lendemain du placement en détention de 8 de ses ministres destitués. Selon l'avocat de Puigdemont, cela signifie dans la pratique que la justice espagnole devra envoyer une demande d'extradition au parquet fédéral belge. La justice aurait ainsi 60 jours pour étudier le dossier. Une fois la demande d'extradition transmise, Maître Paul Baker indique toutefois que son client fera appel au cas où sa demande d'extradition serait approuvée par un juge belge. L'organisation terroriste Daesh a confirmé hier que l'auteur de l'attentat de New York qui a fait 8 morts mardi dernier était bel et bien un de ses soldats. Seyfullo Saipov, l'Ouzbek de 29 ans qui a revendiqué son allégeance au groupe terroriste, a été inculpé mercredi par le procureur fédéral de Manhattan de 2 chefs d'accusation fédéraux, à savoir violence et destruction de véhicules et soutien à une organisation terroriste étrangère. Suite à cette attaque terroriste, le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Dans son message, le souverain fait part au nom du Royaume du Maroc de sa ferme condamnation de cet acte criminel lâche, réitérant au président Trump sa forte solidarité et son adhésion totale aux efforts internationaux visant la lutte contre le terrorisme, rejeté par toutes les religions célestes et les valeurs humaines universelles. 20 ans de prison assortis d'une période de sûreté des 2 tiers, 14 ans de prison dans une période de sûreté de 2 tiers. Ce sont les peines notifiées respectivement à Abdelkader Merah, le frère du terroriste Mohamed Merah, et Feta Malki par la Cour spéciale d'assises de Paris. Ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroristes criminels. Les 5 magistrats de la Cour ont en revanche acquitté le premier de l'accusation de complicité pour laquelle il risquait la réclusion criminelle à perpétuité. La mère du premier soldat tué par Mohamed Merah a assisté à l'audience. Elle en est sortie bouleversée. On écoute ce témoignage émouvant de Latifa Ibziaten. C'était trop dur. Voilà, c'était trop dur. Je pense qu'on est trop naïf et qu'on doit ouvrir les yeux. Et c'est pas ça que j'attendais. Mais moi, je vais rester debout dans ce combat pour aider cette jeunesse qui tombe dans cette secte dangereuse. Et j'espère que Mohamed Merah est dans les mains de Dieu, que Dieu le jugera. Mais Abdelkader Merah, j'espère qu'il sera jugé. Et tous les soirs, tous les nuits qui dort, il pense à toute cette famille. La capitale malienne a accueilli 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies à la suite d'une réunion du dit Conseil lundi à New York où l'on a insisté sur l'urgence de mettre en œuvre l'accord de paix au Mali. Par ailleurs, les membres du gouvernement malien et les groupes armés signataires se sont retrouvés à la primature pour faire le point. Reportage à Bamako de notre reporter, Mohamed Danyoko.
Cette rencontre qui a réuni les membres du gouvernement, les groupes armés signataires, la société civile et les présidents des différentes commissions de mise en œuvre de l'accord consacrait le suivi des conclusions de la journée d'évaluation de l'accord de paix tenue le 23 juin 2017. Il s'agissait de faire le point des acquis, d'identifier les difficultés et de proposer des solutions permettant de parachever sa mise en œuvre. Tout porte à croire que l'accord commence à porter ses fruits. On peut signaler l'arrivée du gouverneur et puis la validation de la stratégie de développement des régions du Nord et le fonds de développement durable. Donc tout ceci, c'est des avancées notoires qu'il faut signaler dans cette période après le 23 juin. L'une des avancées notables, c'est le fait que les deux groupes armés signataires de l'accord, que sont la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme, qui il y a peu s'affrontaient dans le Nord, aient parlé d'une même et seule voix. Le 20 septembre dernier, nous avons signé des engagements de vivre ensemble et de s'accepter. Ensuite, en ce qui concerne toujours la mise en œuvre de l'accord, nous n'avons pas de difficulté à nous rapprocher et à défendre la mise en œuvre de l'accord parce que ce sont les mêmes populations, les mêmes terroirs qui sont demandeurs des retombées de cet accord. Si cette entente entre la CEMA et la plateforme a été saluée, leur réticence quant à l'implication des autres groupes armés non signataires de l'accord dans le processus de réinsertion pourrait être le début d'un nouveau problème. Plus de 3 millions de personnes souffrent de famine dans la région ravagée du Grand Kasaï, en République démocratique du Congo. Le Programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme et renforce son aide d'urgence pour stopper cette réelle catastrophe humanitaire. Un récit à Wadiop. Le spectre d'une catastrophe humanitaire se dessine dans la région ravagée par le conflit du Grand Kasaï, au centre-sud de la République démocratique du Congo, et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies compte intensifier son aide d'urgence. À ce stade du jeu, du fait des intentions de déploiement à plus grande échelle, nous aurons besoin de 135 millions de dollars américains au cours des prochains mois, rien que pour la seule région du Kasaï, au cours des 6 prochains mois pour la RDC. En plus de cela, nous aurons besoin de 139 millions de dollars. Le service d'aide humanitaire des Nations Unies mené par le PAM continue d'acheminer des vivres et des travailleurs humanitaires dans la région. Cependant, seulement 1% du financement nécessaire jusqu'à mi-2018 a été obtenu. Nous ne disposons que d'1% du financement des donateurs pour les fonds dont nous avons besoin. 3,2 millions de personnes sont gravement menacées au moment où nous parlons. Des centaines de milliers d'enfants sont au bord de la famine. Nous devons donc accélérer. Nous sommes là, nous sommes prêts à partir. Nous avons besoin que les donateurs interviennent maintenant, sinon les gens vont mourir, les enfants également. Au moins 1,4 million de personnes ont été chassées de chez elles. Environ 60% des déplacés sont des enfants. La plupart vivent dans des familles d'accueil ou dans la forêt, avec un accès limité à la nourriture et aux services sociaux de base. Nous avons beaucoup de problèmes ici. Nos maisons ont été brûlées, des gens ont été décapités, tout a été détruit dans le village. Nous avons de sérieux problèmes. Nous avons faim, nous devons dormir à la belle étoile. Nous n'avons même pas de nourriture. D'ici fin décembre, le Programme alimentaire mondial prévoit d'atteindre 500 000 personnes parmi les plus vulnérables et beaucoup d'autres au début de l'année prochaine. Depuis le début des violences déclenchées en septembre 2016 après la mort du chef traditionnel Kamwina Sapou, le Kasaï a été secoué par des violences impliquant miliciens, policiers et soldats. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a exhorté hier les dirigeants internationaux à trouver des solutions politiques aux conflits mondiaux, et ce afin qu'un nombre croissant de personnes déplacées de force puissent retourner dans leur foyer. Le patron du HCR a déploré qu'une succession de nouvelles crises majeures ait provoqué des déplacements massifs dans pratiquement toutes les régions du globe. Parmi les crises importantes figurent notamment en Afrique le Burundi, le Soudan du Sud et la République centrafricaine, mais aussi en Asie, la Syrie, l'Irak et plus récemment celle en Birmanie. De l'avis de Filippo Grandi, le Conseil de sécurité peut agir à plusieurs niveaux par des mesures préventives pour s'attaquer aux causes des conflits et éviter d'aggraver les crises de déplacement.
Le président sud-soudanais Salva Kiir a accusé le Soudan d'être une source d'armes utilisées dans la guerre civile qui déchire son pays depuis 2013 et qui a fait des dizaines de milliers de morts. Salva Kiir a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse qu'il a tenue en marge d'une visite qu'il effectuait hier à Khartoum. La guerre oppose au Soudan du Sud des partisans de Salva Kiir à ceux de son ancien vice-président Riek Machar. Écoutons à ce propos l'analyse de Roland Marchal, chercheur au Centre d'études et de recherche internationale à Sciences Po, Paris. Le fait que Salva Kiir se rende à Khartoum, c'est évidemment un événement. Les relations entre les deux pays ont été tendues et d'une certaine façon, malgré un réchauffement très superficiel, le demeure. Alors, le fait d'avoir mentionné des livraisons d'armes à des opposants, bon, ça fait partie du combat interne au Sud-Soudan où la visite à Khartoum n'était pas forcément la chose la mieux acceptée par son propre camp. Se conduire avec une certaine agressivité, c'est une façon de regagner, de montrer que on ne mâche pas ses mots, qu'on défend bien son pays. Et puis aussi, ça permet de faire oublier une demande de la communauté internationale pendant de très longs mois, c'est-à-dire le départ des groupes darfouriens d'opposition armée qui s'étaient réfugiés au Sud-Soudan et qui, dans différents épisodes de la guerre civile sud-soudanaise, ont joué les milices en faveur du président Kiir. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a constitué hier une commission ad hoc composée de 11 députés pour statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. La levée de son immunité parlementaire demandée par le procureur de la République autorisera la justice à juger ce néo-député de l'opposition. Khalifa Sall est placé en détention préventive depuis le 7 mars dernier pour un présumé détournement de deniers publics portant sur 1,8 milliard de francs CFA dans le cadre de la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Direction le Togo maintenant, où nous allons découvrir le groupe musical Vodou Game qui répète pour sa première représentation sur la terre natale de leur premier chanteur et compositeur, Peter Solo. Formé en France par Solo il y a 3 ans, le Vodou Game compte 6 musiciens et est acclamé par la critique à l'échelle internationale pour son mélange de funk, de jazz et d'afro-soul. Solo est devenu un nom connu au Togo avec sa chanson à succès comme Lodo à la fin des années 90 avant de déménager en Europe pour tenter d'étoffer sa carrière. Maintenant, il est de retour pour apporter sa musique à ses racines. Après la musique, place au sport au Maroc. Le Raja de Casablanca valide son billet pour la finale de la Coupe du Trône sur un score nul à domicile face à l'AS FAR en match retour de la demi-finale. À l'aller disputée jeudi dernier au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Les deux équipes s'étaient quittées sur un nul, un partout. Le Raja affrontera le Difa El Jadida en finale le 18 novembre prochain. هذه فرصة فريق الجيش الملكي ودافع ودخل مهاجم. فريق الرجاء خطيرة 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 خطيرة. كانت فرصة من أجل قتل المباراة من جانب C'est tout pour ce journal. Retrouvez ensuite l'invité de la rédaction. L'édition de Dakar, elle reviendra juste après. Merci à vous.